Bonsoir, bienvenue dans votre émission Dossier brûlant consacrée ce soir à l'entrepreneuriat des jeunes, plus spécifiquement au financement des projets des jeunes de sorte à résorber le taux de chômage dans le pays qui demeure, on le sait tous, une préoccupation majeure. Prenons les chiffres du 5e recensement général de la population et de l'habitation. C'est une population estimée à 20 505 155 habitants. Vous avez 32,6% de jeunes de 15 à 34 ans, une population essentiellement jeune. Et dans cet aéropage, vous avez 7,1% de taux de chômage au sens du BIT, le Bureau international du travail. Près de la moitié des jeunes de 15 à 24 ans ou de 15 à 34 ans ne sont ni dans l'emploi ni dans un programme d'éducation ou de formation. Donc, vous avez une population jeune synonyme de disponibilité de bras valides et de main-d'œuvre. Paradoxalement, cette population est confrontée très souvent au phénomène du chômage. Alors, question, est-ce que la fonction publique ou le secteur privé peuvent-ils absorber tous les demandeurs d'emploi titulaires de diplômes? Qu'en est-il des jeunes ruraux ou des femmes plus affectées par le chômage? En quoi l'entrepreneuriat des jeunes peut-il contribuer à résoudre ce problème? Quid des stratégies de promotion de l'emploi et de l'apprentissage en faveur des jeunes? Autant de questions qui seront posées à nos trois invités. Je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par ma droite, Younoussa Sanfo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes gérant d'entreprise. Vous êtes dans la cybersécurité, dans le digital. Vous êtes le fondateur de Horus Lab et vous êtes là pour nous parler de votre expérience en tant que gérant d'entreprise. Tout juste à côté de vous, nous avons Eric Télémicien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes économiste-chercheur. Vous êtes le président du réseau des Africains, des jeunes chercheurs, section Burkina Faso. Effectivement. Et enfin, notre troisième vis-à-vis, Jean-Noël Bonkougou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste-chercheur également. Et vous êtes jeune expert, formateur à l'Académie du Conseil national de la jeunesse Burkina Faso, le CNJ. Exactement. Vous allez aussi également nous parler dans cette émission de cette académie qui vient juste d'être créée par le Conseil national de la jeunesse. Merci à vous trois d'être présents à cette émission. Alors, voyons ensemble cette image. Chaque année, des milliers de candidatures à la fonction publique. À titre d'exemple, vous avez en 2022 pour 6069 postes à pouvoir au niveau de la fonction publique. Cela s'entend, il y avait 2 106 962 candidats détenteurs de diplômes qui ont été enregistrés. D'abord, Jean-Noël Bonkougou, pour vous, quand vous imaginez, quand vous regardez, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors, Suicide du moins. bon, cela suscite en moi l'esprit de dire que les jeunes aujourd'hui, quand ils finissent leur cursus scolaire, veulent tout de suite travailler dans la fonction publique. Donc déjà, cela suscite cet engouement pour ces jeunes diplômés-là de s'orienter. Pour eux, c'est la fonction publique qui permettra de résorber le chômage des jeunes. Or, pour moi, il faut regarder autrement. Voilà. Vu l'engouement des jeunes dans la fonction publique, il faut regarder autrement. Finalement, est-ce que ce n'est pas la fonction publique qui est très facile à résorber? Est-ce que ce n'est pas là-bas que les jeunes, tout de suite, quand ils ont leur diplôme, ils regardent, ils disent c'est là-bas qui est plus facile justement d'avoir un boulot rapidement, juste en passant les concours? Et M. Sanfo? Oui, moi je suis gérant d'un centre. Dans le privé? Dans le privé d'un centre de formation. Et notre cible, justement, est différente de la cible qui passe les concours parce que c'est une cible qui n'a pas de diplôme. Ce sont des gens que nous appelons les éléments flottants. Les éléments flottants sont des gens qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas eu de diplôme. Alors, ils ne peuvent prétendre au concours de la fonction publique et même parfois dans le privé, les diplômes sont demandés. Et nous proposons d'offrir des formations innovantes à des jeunes qui ont un niveau à partir de la 3e jusqu'en terminale et qui n'ont pas eu le bac. Nous proposons de leur... On va revenir sur vos initiatives. Okay. Mais en même temps, quand vous voyez ces milliers de jeunes l'engouement de ces jeunes autour de la fonction publique, qu'est-ce que vous ressentez, vous qui êtes dans le privé? Je pense que c'est culturel. La fonction publique est perçue comme un endroit sûr. Une fois qu'on y est, on reste toute sa vie jusqu'à sa retraite. Alors c'est rassurant pour la plupart
de ceux qui veulent un emploi de se rabattre sur la fonction publique parce qu'une fois que c'est fait, c'est à vie. Il y a très peu de risques et culturellement, eh bien, même les parents conseillent à leurs enfants d'aller dans la fonction publique. Vous avez le sentiment, Eric, que les Burkinabés n'aiment pas trop prendre le risque. Si on parle de ce qu'il avance comme argument, la fonction publique, c'est rassurant d'y être. On passe toute une carrière, voilà, on n'a aucun risque à prendre. Effectivement, je le rejoins parce que moi, j'allais ajouter même socio-culturel. Okay. Voilà, depuis les années 60, le papa a travaillé à la fonction publique, il a pris sa retraite. Dès que tu as ton bac ou tu as un diplôme, on te dit non, Goury, tu vas t'insérer aussi. Finalement, dans la mentalité commune, on se dit, bon, si tu pars à la fonction publique, voilà, tu as l'avantage, tu peux prendre un prêt, réaliser tes rêves et tout. Donc, les gens n'ont pas cultivé le goût du risque. Contrairement par exemple aux anglophones, où eux c'est beaucoup plus l'entrepreneuriat qui est dans leur gène, ils voient ce que ça donne et ça marche. Mais ici, nous on est plus dans, comme dit le doyen, c'est beaucoup plus être rassuré, être serein, avec toujours les phrases célèbres au Burkina, ma petite maison, ma petite femme, ma petite voiture, vous voyez un peu l'idée. Donc les gens ne risquent pas. Et ceux qui risquent, quand ils cassent les nez, on les dit voilà, tu as là passé tout ton temps à cours, voilà, ou si tu avais fait concours comme les autres, tu serais bien aujourd'hui, tout ça, bon. Donc effectivement, c'est socio-culturel. Okay. Et ça fait peur, hein, au contraire. Ah oui, pour 6 000 places, 2 millions de personnes, ça fait peur. Pour un décideur même politique, ça fait très peur. Parce que ceux-là, tu fais quoi d'eux? Tu les mettras où à l'avenir? Et mais chaque année, on forme chaque année, justement, on a comme l'impression que les chiffres augmentent justement au niveau des demandeurs d'emploi, au niveau de la fonction publique. C'est ça. Chaque année, le chiffre ne fait qu'augmenter parce que également le taux de sortants à l'université augmente, le nombre d'étudiants augmente à l'université, donc il va de soi que le nombre de diplômés en fin de cycle augmente et la fonction publique aussi est très limitée en termes d'absorption de ces jeunes-là. Donc il faut créer l'alternative qui est l'entrepreneuriat des jeunes. Déjà cultiver en eux cet esprit-là, même étant à l'université, regarder l'adéquation entre formation universitaire et aussi l'auto-emploi des jeunes. La formation universitaire, c'est beaucoup plus général, ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on lance le concours, et tout le monde court vers la fonction publique. Parce que vous avez le diplôme, mais vous ne pouvez pas faire autre chose que d'aller vers la fonction publique. Parce que votre formation est purement théorique, purement générale, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la fonction publique, tout le monde se rue vers la fonction publique. Mais si au niveau culturel, comme le disait le collègue à côté, au niveau culturel, bon, on regarde, tout le monde vous dit, bon écoute, c'est la fonction publique qui est la solution, hein, parce que là-bas vous avez une retraite paisible, vous ne craignez pas d'être licencié un jour. Or, dans le domaine de l'entrepreneuriat, si vous vous engagez, déjà même quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, bon, homme d'affaires, entrepreneur, vous dites c'est quoi exactement le thème entrepreneur. Donc du coup, culturellement, les jeunes ont peur même de s'engager dans l'entrepreneuriat. Pour eux, c'est la fonction publique qui est la solution parce que l'emploi est stable jusqu'à sa retraite. Justement, je vais poser une question toute bête, parce qu'on a relevé les chiffres. Il y a, pour l'année 2022, il y avait 6 000 postes à pourvoir et on a eu plus de 2 millions de candidatures. Est-ce que la fonction publique, justement, peut résorber, peut engloutir tous ces demandeurs d'emploi? La fonction publique ne peut évidemment pas résorber tous ces 2 millions, parce qu'on est pris, il faut aussi la dépense publique. Il faut regarder. Ça, c'est pour les candidatures, ça, c'est pour ceux qui ont candidaté, sans compter que ceux, il y a d'autres qui sont, justement, il y a la limite d'âge qui est là pour d'autres, ceux qui ont des diplômes. Oui, tout à... Et c'est pourquoi on dit que la fonction publique ne peut pas résorber l'ensemble des diplômés. L'alternative aujourd'hui, il y a le secteur privé qui peut prendre une partie. Il y a aussi le domaine de l'entrepreneuriat dont on parle sur ce sujet, qui est un élément, un domaine très important sur lequel il faut travailler l'esprit des jeunes. La fonction publique n'est pas une fin en soi. Si vous n'avez pas eu le concours de la fonction publique, l'alternative, l'entrepreneuriat est un domaine, bien vrai que le risque, il y en a, ça on peut pas on va revenir là-dessus. Voilà, on va revenir sûrement là-dessus. Mais la fonction publique permettra d'embaucher une partie, mais le reste pourra cultiver cet esprit d'entreprise-là et pouvoir s'auto-employer. Et le secteur privé alors, Eric?
Oui, le secteur privé, il faut aussi que ce secteur soit fort. Et s'il n'est pas fort, il ne peut pas prendre beaucoup. Donc ça pose problème. Et au niveau de l'État aussi, il y a les critères de convergence, là où on dit qu'il faut avoir en dessous de 50% de vos dépenses en salaire par rapport au truc. Donc tout ça contraint. Et en plus, aujourd'hui, si on va être honnête, dans l'administration burkinabé, il y a un suremploi. Et suremploi. Un suremploi. Il y a des postes où ce n'était pas vraiment nécessaire d'avoir plus de temps, mais bon, côté social, l'État, dans sa fonction régalienne, est obligé de recruter toujours chaque année. Même si ça diminue, vraiment, il recrute toujours. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que pour des raisons des questions de défense et de sécurité, là-bas, vraiment, on a recruté beaucoup. Donc, et c'est des jeunes, effectivement, là, ça va. Mais côté administration pure, vraiment, je pense qu'on est en suremploi actuellement. Ok. Il y a forcément des conséquences. Il y a des conséquences dans l'administration parce qu'il y a aussi, quand il y a suremploi, ça amène à ce qui est de nonchalance, la lourdeur administrative, le gars vient quand il veut, tout ça. Bon, ça, effectivement, le ressent. C'est vrai que dernièrement, avec la mise en place à la fonction publique d'une vérification de terrain et tout, ça a permis de détecter... La modernisation de l'administration. Bon, ça peut vraiment aider. Sinon, vraiment, ce n'est pas très intéressant. Il n'y a pas l'efficience dans le travail. Ok. Efficacité, efficience, productivité, il n'y en a pas à cause du suremploi. On parle depuis le début de cette émission de ceux qui sont diplômés et on ne parle pas, bien entendu, de toute cette population. Et M. Sanfo le disait tout de suite, ces gens qu'il appelle les éléments flottants, mais il y a aussi ceux qui ne sont même pas allés à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, bien sûr c'est le thème de cette émission, se présente comme la panacée qui peut résorber justement tous ces gens-là? La panacée, pas vraiment. On peut encourager les jeunes à entreprendre, à prendre des risques, à créer, parce que les besoins existent. Et nous sommes dans le secteur de la formation parce que c'est bien de créer une entreprise, c'est bien de vouloir entreprendre, c'est bien d'avoir l'esprit d'entreprise et tout ça, mais encore faut-il en posséder les compétences. Alors nous, on se propose d'apprendre des métiers. Et notre schéma actuel, c'est un jeune, même qui n'a pas de diplôme, une formation de courte durée et à la clé, un métier. Mais un vrai métier. Un métier orienté, peut-être technologie, vu notre background, mais un métier innovant, un métier d'actualité. Et nous en avons... Et le besoin, il est là aujourd'hui, oui, sur le marché de l'emploi, je veux dire. Je peux vous donner des exemples. Allez-y. Nous formons des pilotes de drones. Okay. Tous les pilotes de drones qu'on a formés ont été récupérés par l'armée, par la police, par la gendarmerie, par les mines et par d'autres sociétés. Et vous dites ceux que vous formez n'ont pas véritablement besoin de diplôme. Enfin, vous ne prenez pas ceux qui ont des diplômes. Non, ils n'ont pas besoin de gros diplômes. De gros diplômes. Quelqu'un qui a un niveau seconde, eh bien, peut devenir pilote de drone. Et pas seulement pilote de drone, nous avons 12 métiers. 12 métiers innovants qui plaisent aux jeunes. Parce que, en fait, pourquoi il y a beaucoup d'éléments flottants? Pourquoi il y a tant de jeunes qui sont en gros sur la place du marché, mais qui ne fournissent pas de services? C'est parce que si vous leur proposez certains emplois, ils vont refuser. Okay. Vous êtes dans, voilà, je ne sais pas, une dame qui crée un restaurant qui demande à des jeunes de venir piler des ignames, piler le foutou. Eh bien, ils ne trouveront pas ceux qui sont allés à l'école. Parce que ces derniers se disent, non, ça, c'est pas fait pour ça. Nous avons dépassé ça. Ils prétendent à d'autres métiers. Parce qu'ils voient leurs camarades de classe qui, après juste 4 ans de plus qu'eux, ont des métiers, agents de banque, dans l'administration, ainsi de suite. Et puis des métiers, enfin des postes auxquels ils peuvent prétendre. Là, nous, on se propose de leur donner une formation qui débouche sur un métier concret. Je peux vous donner juste 2 exemples. Allez-y. Il y a pilote de drone. Pilote de drone, c'est quelqu'un qui maîtrise le drone, mais pas seulement le piloter, et toute la chaîne, c'est-à-dire la réparation, la maintenance et la gestion d'une flotte de drones. La formation fait entre 3 et 6 mois. D'ailleurs, 3 mois, on forme quelqu'un qui est opérationnel. On en a déjà formé qui sont opérationnels. Mais il y a aussi d'autres métiers dont on n'en parle pas. Des métiers qu'on a presque créés. Par exemple, agent de sécurité numérique. L'agent de sécurité numérique, c'est quelqu'un
qui a une formation qui lui donne les compétences pour sécuriser un ordinateur ou un téléphone ou un compte sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, Eric, est-ce que tous ces métiers qu'il a cités, je veux dire, dans le domaine des nouveaux métiers de la technologie, peuvent quand même aider à, je sais pas, à résorber ou à amener justement beaucoup de jeunes dans ces secteurs-là? Effectivement, ça peut aider parce qu'au-delà de travailler pour quelqu'un, la personne peut travailler pour lui-même. Et employer aussi d'autres personnes. Parce que c'est des métiers innovants, ce qu'on appelle aujourd'hui avec les NTIC. Et je pense qu'on a même créé un fonds spécial, le Fonds burkinabé de développement économique et social, qui devrait financer les start-up en son temps, donc des idées innovantes et tout. Donc l'avantage là, c'est que la personne peut travailler pour lui-même. Et quand il peut travailler pour lui-même, ça veut dire qu'il peut aussi employer d'autres personnes. Et là, vraiment, ça peut aider à résolver. Mais il faut le dire d'une manière générale. Je vais revenir à notre fameuse théorie en économie. On dit que le chômage ne peut jamais être carrément effacé. Hein. J'allais vous poser la question. Parce qu'on a une théorie qui dit qu'il y a un chômage volontaire. Oui, il y a des gens qui décident de ne pas travailler. Voilà. Donc, et qui vivent de quoi? Eux, ils ont des dépenses incompressibles qu'on appelle le CO, où ils bénéficient. On est en Afrique, hein, c'est du social. Je peux manger chez mon oncle, je peux avoir 2000 francs avec ma tante. Donc, ils arrivent à consommer, à vivre, mais ils refusent de travailler. Okay. Donc, on ne peut jamais carrément, et bien, sur ce point, les économistes s'attaquent. Hein, il y a d'autres qui trouvent que cette théorie n'est pas... Voilà. Mais, d'une manière pratique, effectivement, on ne peut pas résolver tout le chômage, mais on peut employer au maximum. Là où c'est intéressant, on a une force. Et la main-d'œuvre. Comment la Chine a fait pour se développer? Cette même main-d'œuvre, la Chine a utilisé. Donc, il faut parler aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on dit. Moi, j'aurais aimé qu'on parle industrialisation. C'est là-bas qu'on peut absorber le maximum. Une usine peut prendre combien de personnes? Il faut créer des entreprises, il faut créer des usines, pardon. Il faut créer des usines. L'industrialisation aussi. Parce qu'une usine peut prendre 2000 personnes. Une usine peut prendre 1000 personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on crée nos usines ici, soit on attire des grosses usines, des grosses industries qui sont à l'extérieur, qui peuvent venir investir au Burkina. Voilà. Donc je prends par exemple, si on a la chance d'avoir une maison comme Heineken qui produit de la bière au Burkina. Vous voyez combien de gens peuvent avoir déjà du boulot. Je prends l'exemple tout de suite avec Coca-Cola. Je ne sais pas si vous avez vu leur nouveau siège qu'ils ont construit. Mais ce n'est pas moins de 500 personnes qui travaillent. Donc c'est là-bas. Et là-bas aussi, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité de recruter deux types. On a les qualifiés et les non qualifiés. Les qualifiés, c'est ceux qui ont les gros diplômes pour l'administration. Mais les non qualifiés, c'est la main-d'œuvre pratique. Voilà, donc les manœuvres. Donc, ce que vous dites, c'est de créer des employeurs, un bassin d'employeurs qui peut aussi employer. Le retour. Jean-Noël Bonkougou. Ce qu'il dit est d'autant plus vrai parce que quand vous prenez une industrie, il faut aller vers le processus d'industrialisation de nos États. C'est-à-dire créer des entreprises industrielles capables d'absorber le maximum de jeunes aujourd'hui en quête d'emploi. Et je suis très content de l'intervention du doyen par rapport à l'entreprise innovante dans le domaine numérique. Mais je voulais également plaider, parce qu'il parle de jeunes flottants. Même les diplômés également peuvent être intéressés par ce type de métier innovant et qui pourront permettre à ces jeunes-là de s'auto-employer. Donc pour moi, il faut peut-être relever le niveau. Peut-être qu'il va s'exprimer là-dessus. Voilà, est-ce que les jeunes qui ont les diplômes ont plus de chances que ceux qui n'ont pas de diplôme? En fait, c'est là toute la question. Oui, ils ont peut-être plus de chances, mais il faut peut-être élargir le champ. Ça permettrait également de résoudre la question du chômage des jeunes diplômés. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes diplômés-là se disent, bon, c'est un métier qui ne nécessite pas trop de réflexion. Et moi, j'ai une maîtrise ou j'ai un master, pourquoi aller faire les métiers où on n'a pas forcément besoin de diplôme? Et c'est là notre rôle. Notre rôle, c'est de leur dire qu'en réalité, même si vous avez un diplôme de master ou de maîtrise, vous pouvez également apprendre ce métier, et ces métiers innovants-là, qui permettra de vous auto-employer, et même d'employer d'autres jeunes. C'est ça, là. Je voulais ajouter juste quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Saflan. Tout à fait. C'est créé par un jeune Burkinabé quand il était étudiant. Il y a beaucoup de startups qui sont créées. Oui, mais aujourd'hui, il emploie combien de personnes? Donc c'est vraiment, et ça permet de pouvoir recharger aussi bien les unités que de recharger des mégas pour votre connexion.
moyennant juste 50 francs. Mais il se fait des bons chiffres d'affaires, l'employé c'est promotionnaire. Donc je pense que ce qu'il dit aussi c'est très intéressant. On va revenir sur des exemples types justement de ces entreprises, de ces jeunes entrepreneurs. On va permettre à M. Safo de répondre à, à la suggestion de Jean-Noël Bonkougou sur l'élargissement justement de cette opportunité à ceux qui sont diplômés. Effectivement, notre cible primaire, la cible principale, c'est ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas de diplôme. Mais nous acceptons des gens qui ont des diplômes Bac plus 2 ou jusqu'à 4 et qui veulent apprendre un métier spécifique parce que nous avons des métiers aussi où, un niveau Bac aura beaucoup plus de facilité que quelqu'un qui n'a pas de Bac. Par exemple, auditeur de vulnérabilité, c'est quelqu'un qui est quand même un peu spécialisé dans la sécurité et qui peut permettre à une entreprise de trouver des failles de sécurité avant que les pirates ne sévissent. Là, effectivement, les nouveaux bacs, des gens qui ont plus du bac, peuvent y postuler. Peuvent postuler. Et nous acceptons justement ce type de candidature. Alors, mais notre cible primaire, c'est ceux qui n'ont pas de diplôme. Ce que vous appelez les éléments flottants. Les éléments flottants. Avant de refermer ce chapitre concernant justement ceux qui sont diplômés, parce que depuis le début de l'émission, on ne parle que des diplômés, il y a aussi les ruraux par rapport à l'entrepreneur, cela s'entend. Et justement, là je pouvais poser la question à Jean-Noël Bonkougou, on n'a pas défini ce qu'est un entrepreneur. De façon scientifique, qui est entrepreneur, qui ne l'est pas? Bon, de façon scientifique, la définition n'est pas typique pour dire, bon, voici tel acteur est entrepreneur et tel ne l'est pas. Moi, j'ai toujours dit que tout le monde, par essence, est entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir créer, de mûrir l'idée et créer une entreprise, créer des activités qui permet de développer l'activité économique. Donc, toute personne qui s'engage dans cet état de fait est un entrepreneur. Donc aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneur, c'est celui qui crée de la richesse. Voilà. C'est celui qui crée la richesse. J'ouvre un kiosque, aujourd'hui, je suis un entrepreneur. Vous ouvrez, par essence, vous êtes un entrepreneur, parce que vous avez déjà mûri l'idée. Parce qu'on n'ouvre pas le kiosque comme ça du jour au lendemain. Parce que vous êtes assis, vous avez constaté un gap dans un secteur, parce qu'il y a la restauration qui manque, vous avez fait votre petite étude de marché, et vous regardez, vous voulez offrir votre offre, en termes de café, de riz, de restaurant à quelque part. Donc déjà, vous contribuez au développement économique. Donc par essence, vous êtes entrepreneur. Vous êtes entrepreneur. Voilà. Alors, on va parler de politique d'incubateur. Je pense que vous avez évoqué en filigrane, Eric Télémicien, cette politique d'incubateur. Est-ce qu'il faut cela justement pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir s'en sortir et de développer une culture entrepreneuriale dans notre pays? Effectivement, si vous avez remarqué, ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'incubateurs qui ont été créés, financés, aussi bien par je peux dire, le secteur privé, par des partenaires. Donc, même par exemple, l'ambassade de France a un truc là, la ruche, où j'ai donné des formations là-bas. Vous avez assez même l'ambassade des États-Unis et tout. Mais l'idée vraiment de l'incubateur, il faut bien l'expliquer. Ce n'est pas forcément qu'on va vous donner un financement. On vous donne un local, d'abord de 1, pour vous installer. On vous met en réseau, donc vous aurez trouvé d'autres entrepreneurs qui sont sur des projets. On vous met toute disposition technique pour vous permettre de pouvoir réaliser votre projet. Je vous prends un exemple. J'ai un vieux projet que je n'ai jamais pu le faire parce que j'ai essayé, j'ai vu que les gens ne croyaient pas trop. Alors je me suis dit, en temps, est-ce que ce n'est pas mieux de mettre au tiroir? Par exemple, je voulais faire ce que nous, on a appris au YALI, c'est-à-dire Young Africa Leader Initiative du président Obama. On a appris ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est-à-dire se mettre ensemble pour mobiliser des ressources et on finance un projet. Donc l'idée était au départ d'avoir une plateforme. Ça ressemble un peu de la coopérative. De la coopérative. Et maintenant on choisit les projets et chacun décide de mettre. L'idée c'est de mettre le montant le plus petit qui ne te dérange pas. Donc si on veut 1 million, on peut dire aux gens, voilà un peu. C'est comme aujourd'hui l'actionnariat populaire, un peu l'idée. Mais c'était un peu plus ça. Mais les gens n'ont pas adhéré à l'idée, on a déposé. Par exemple, ça, si c'était dans un incubateur, on allait me mettre en réseau avec d'autres entreprises qui font la même chose un peu partout, partager l'expérience. Et l'avantage de l'incubateur, il faut que ce que tu proposes soit technique.
Voilà, quand c'est technique, ça t'arrange parce que tu as la possibilité de faire des tests là-bas, rencontrer d'autres partenaires qui vont t'aider. Maintenant, l'incubateur ne s'arrête pas là. Logiquement, ce n'est pas tous les incubateurs. D'autres incubateurs partent jusqu'à la recherche de financement. Donc, ils accompagnent les incubés jusqu'à la recherche de financement. Mais la plupart du temps, actuellement, c'est juste le côté aspect technique, on vous aide, mais le financement, ils ne mettent pas en accent. Et je vous donne une information. L'université de Ouaga a un incubateur. C'est le Ouaga. Joseph Voilà, un incubateur qui sera d'ici là très opérationnel. Et je travaille sur le projet d'installation où vraiment l'idée c'est de former, comme il a dit, déjà à l'université, donner la possibilité aux étudiants d'entreprendre. De telle sorte quand il sort, il n'a plus besoin d'aller écrire j'ai l'honneur quelque part sur un bout de papier. J'ai l'honneur, c'est rassurant. Voilà. Mais je vous donne, permettez-moi juste de faire en 30 secondes. Vous savez, le premier plus grand entrepreneur de tous ceux qui sont autour de l'université de Ouaga, c'est un monsieur qui a fait 7 fois la première année à peu près, je tiens le nom, et il a fait les dérogations, puisqu'on peut faire 7 fois la première année. Voilà, il fait, si ça ne marche pas, il redouble l'année prochaine, comme il ne peut pas, il faut faire une dérogation. Tout à fait. Il s'est assis, il a réfléchi. Il a commencé par le salon de coiffure. Et nous tous, on partait se coiffer. Mais aujourd'hui, là, l'un des plus grands coins, hein, là, on fait les impressions, on fait les photocopies, c'est l'un des tout premiers. Et il s'est sorti dans la vie comme ça. Okay. Voilà, c'est mieux que d'aller faire un bac plus 4 et puis rien dans la poche. Alors, on va évoluer dans le débat. Alors, aujourd'hui, vous avez relevé l'aspect formation qui est très important parce que, comme Jean-Noël beaucoup l'a dit, c'est l'enseignement est beaucoup plus général. Au sortir de l'université, il faut aller encore se performer. Et là, on a besoin des gens comme M. Sanfo qui donnent des formations professionnalisantes pour des nouveaux métiers, pour ce qui est de son cas. Mais pour ceux qui sont des ruraux, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, pour ceux qui sont des ruraux, ils sont pas mis hors circuit. Non, ils ne sont pas mis hors circuit. Si vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui interviennent dans ce domaine, qui s'occupent du cas de ceux qui sont dans le secteur rural. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat agricole, où est-ce que vous allez entreprendre si ce n'est pas dans le milieu rural? Voilà, vous entreprenez, si vous voulez faire de la pisciculture, par exemple, si vous voulez faire de l'élevage, c'est un milieu rural. Et vous avez besoin des jeunes qui sont dans le milieu rural pour employer. Donc, ils ne sont pas en marge de cette politique d'entrepreneuriat. OK. Alors, comment amener justement ces jeunes universitaires qui ont un bac plus 4, un master, les amener justement vers vers la pisciculture, l'agriculture? C'est de l'entrepreneuriat, comme on le dit. Bien sûr. Donc, pour moi, ces jeunes qui ont le master, la licence ou même plus, et déjà il faut travailler, c'est même depuis l'université, hein, il faut travailler à leur donner une éducation, une culture entrepreneuriale, de telle sorte que même quand ils sortent et qu'ils ont une formation de l'enseignement général, qu'ils se disent, si je finis et que je n'ai pas la possibilité d'être employé par la fonction publique, j'ai d'autres métiers sur lesquels je peux, il y a l'entrepreneuriat agricole. Déjà, c'est un peu culturel, comme on l'a dit au début. Déjà, les parents même, il faut qu'on les sensibilise, parce qu'il y a d'autres qui veulent faire de l'agriculture, mais on te dit, écoute, je n'ai pas payé tes études pour que tu partes au village, pour aller cultiver. Déjà, c'est démotivant pour un jeune qui peut-être a passé plusieurs fois le concours, qui ne gagne pas le concours. On lui dit, bon, écoute, pourquoi tu pars au village? Le cursus scolaire, c'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Pourquoi tu pars au village? Il faut rester en ville. Quelle que soit la situation, tu pourras trouver. Ah, il faut emmener ce jeune diplômé à risquer, à se dire, tiens, même sans la fonction publique, tu peux t'en sortir. Tel domaine et tel domaine, le domaine agricole aujourd'hui, c'est vraiment un pôle important de développement de richesse aujourd'hui. La sécurité alimentaire dont on parle tant. Aujourd'hui, si on encourage ces jeunes en fin de carrière ou en fin de cursus universitaire, de pouvoir investir dans le domaine agricole, je parle plutôt, c'est le secteur agro-silvo-pastoral, parce que c'est un ensemble. Si on sensibilise les jeunes dans ce domaine, vous allez voir aujourd'hui qu'on pourra résorber la question de la sécurité alimentaire. Okay. Voilà. Mais il y a la question d'emmener les jeunes au niveau agricole, mais il faut les accompagner.
On va revenir sur l'accompagnement. On va revenir sur l'accompagnement. Younousa Sanfo, est-ce que les entreprises dirigées par les jeunes rencontrent toujours les mêmes problèmes? Au-delà de ce qu'on a relevé, le manque de formation, de compétences, est-ce que les entreprises qui sont créées, quand vous regardez justement dans votre secteur, est-ce que les jeunes qui créent des startups rencontrent toujours les mêmes problèmes? Non, je ne peux pas dire que les jeunes rencontrent les mêmes problèmes, mais dès qu'on crée une entreprise, ben voilà, il y a des problèmes auxquels on sera confronté, qu'on soit jeune ou pas. Dès qu'on a créé une entreprise, on va apprendre la vie de l'entreprise, on va subir des échecs, on va corriger, et c'est ainsi qu'après quelques années, on devient un entrepreneur aguerri qui a certes fait des erreurs, mais a pu les corriger. Justement, est-ce que ces jeunes apprennent justement la vie d'entreprise avant de se lancer en entreprise? Ou est-ce qu'ils apprennent dans le tas? Et là, est-ce que ce n'est pas un problème justement pour ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? En fait, il y a deux écoles. Okay. Il y a une école qui dit j'apprends à créer l'entreprise en allant dans une école de création d'entreprise. Je passe plusieurs années et j'apprends. Et quand je créerai mon entreprise, j'aurai moins de problèmes. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça. La théorie. Voilà, ça c'est théorique. Quand on crée son entreprise, on est confronté à certains problèmes et on va les corriger au fur et à mesure. Donc, faire des erreurs, ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, surtout pour les jeunes, ce sont les moyens. On crée une entreprise, si on n'a aucun financement, on aura du mal à être compétitif. Et c'est là que, oui, il y a de bonnes nouvelles qu'on entend ces derniers temps. L'État veut proposer des solutions avec les établissements financiers de façon à ce que ces jeunes-là n'aient pas trop de difficultés pour obtenir des financements. Mais bon, il faut quand même une éducation d'entreprise parce qu'il ne s'agit pas non plus de donner des financements à des jeunes qui vont... Justement, l'État accompagne les jeunes à travers des fonds. Il y a le fonds d'appui au secteur informel, le fonds d'appui à la petite entreprise, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, le FEJ. Il y a beaucoup de fonds, beaucoup de financements. Je prends juste un chiffre. Pour le FEJ, entre 2020 et 2021, il y a eu 634 entreprises qui ont été financées. Enfin, 634 projets de jeunes qui ont été financés rien que par le FEJ. Alors que dans le même temps, Eric... Oui, j'allais juste dire une chose. D'abord, par rapport à ce que le doyen disait tout à l'heure et tout. Vous savez, on ne dit pas la vérité aux gens. Ah bon? Ouais. On dit d'entreprendre, c'est vrai. Mais il faut lui dire aussi que c'est un parcours. C'est comme l'école. Tu vas apprendre, tu vas chuter, mais il faut toujours grouiller, te relever. On ne dit pas ça. Donc quand le gars il commence une année, 2 ans, il referme. Et il repart travailler dans une autre entreprise. Pourquoi cela? Et le doyen parlait d'une chose importante. Si tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un, tu ne pourras jamais travailler pour toi. Cette phrase, c'est un adage d'un sage africain, mais ce n'est pas faux. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, tu apprends. Et quand tu vas travailler pour toi, tu pourras appliquer. Alors, je reviens rapidement à votre question. Donc vous dites, avant de se lancer en entreprise, il faut travailler pour quelqu'un. C'est ce que vous dites? Logiquement, mais même si tu n'as pas pu travailler pour quelqu'un, fais un stage, quelque chose, pour apprendre même comment une entreprise est organisée, comment on prend des décisions, comment on essaie d'organiser, chercher les marchés, comment le service marketing fonctionne, comment un service financier fonctionne. Les ressources humaines, tu comprends rien et tu te lèves, tu crées une entreprise, c'est moi le DG. Mais je te donne un an, tu vas fermer. Et par rapport à votre question, tout à l'heure... Sur les fonds, voilà, sur les fonds, là, c'est ma bagarre de tous les temps. On a trop de fonds de 1. De 2, pendant longtemps, on a exploité ces fonds à des fins politiques. À l'approche, parce que le petit est de tel parti, on t'appelle, on te donne, pour un besoin de 10 millions, on te donne 300 000. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces pas bouffés? Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de campagnes. Ça, il faut avoir le courage de reconnaître. Que ce soit le FEI, le FASI. On donne, ok, une femme qui fait une petite activité génératrice de revenus, je prends l'arachide, tu lui donnes 300 000, elle va s'en sortir. Mais quelqu'un qui vient avec un projet où il a besoin de tracteurs, de forage dans sa ferme, et puis tu lui donnes 400 000 ou bien 500 000, il va faire quoi avec? Il va bouffer. Donc, il faut repenser carrément nos fonds. Et il y a des fonds, je pense qu'il faut même les fusionner. Parce qu'il y a trop de fonds et l'efficacité réelle, on ne le voit pas. Aujourd'hui, si on demande à tous ceux qui ont été financés de faire le suivi, vous allez trouver que le 3/4 ont fermé.
Ils ont pris l'argent bouffé autant. Et je termine. Ma solution pour ce problème que j'ai toujours dit sur les plateaux, l'État, en donnant ses fonds, n'a qu'à donner des fonds réels. C'est-à-dire réels. Le gars a demandé 10 millions, donnez-lui les 10 millions. Mais on ne donne pas pour donner. On forme, c'est vrai, mais il faut que l'État rentre dans le capital de ce projet en tant qu'actionnaire, co-actionnaire du projet. À ce moment, il n'y a aucune chance que le gars bouffe les 10 millions d'abord, parce que l'État a un droit de regard sur la gestion de son entreprise. Et de deux, il va se mettre au sérieux. Et l'État, en tant que co-actionnaire, peut l'aider même à prendre certaines décisions et faciliter même la réussite de l'entreprise. Sinon, c'est pour appeler quelqu'un, lui donner comme ça et puis le laisser partir. Vous connaissez les conséquences. Et vous êtes sûr que si l'État rentre comme actionnaire, tout va bien se passer? Actionnaire de tous ces projets, je pense. Vous pensez? Je pense, parce que c'est une idée que j'ai proposée à longtemps qui n'a jamais été essayée. Et essayer, c'est pas mauvais. Et c'est pas vous. Oui, j'en ai beaucoup sur la question du financement avec les différents fonds, le FEJ, le FASI et tout le reste. Oui, je suis d'avis avec le collègue en matière du nombre de fonds. Maintenant, il faut qu'il sache que techniquement, la fusion des fonds, il faut émane d'une volonté politique. Voilà, techniquement, c'est difficile à l'intérieur. Il faut une volonté politique pour pouvoir les fusionner. Et je suis d'autant plus encore d'avis avec lui par rapport à la question du montant accordé aux jeunes. Quand vous prenez le FEJ, vous avez de 200 000 à 2 millions. Même si vous... Ça, ce sont les textes du FEJ, hein, ils ne peuvent pas aller au-delà. Si vous déposez un dossier de 3 millions, 4 millions, on regarde en fonction de la disponibilité des ressources. On dit, bon, écoute, on peut vous donner 200 000. Mais est-ce qu'un jeune qui demande peut-être 3 millions, 2 millions avec 200 000, est-ce qu'objectivement, il peut s'en sortir? Donc, d'où la question de la réforme de ces institutions financières étatiques que l'État a mis en place pour accompagner les jeunes. Donc, il faut réformer même la question de la gestion de ces fonds-là par nos différents responsables. Et pour moi, il faut endosser ces fonds à des programmes. Déjà, quand on veut financer l'entrepreneur ou le jeune diplômé qui vient de sortir, en amont, le former en éducation financière pour qu'il sache que l'argent qu'on va lui remettre, c'est le fonds de l'État. C'est l'argent du contribuable. Il doit rembourser. Voilà. Même si on vous donne 200 000, vous devez rembourser. Donc, il faut des mesures coercitives de telle sorte que le monsieur, il est formé en éducation financière et en gestion d'entreprise avant même de lui donner les ressources. À ce moment, vous avez le temps de suivre le projet. C'est une sorte d'incubateur, comme Eric le disait. Mais là, c'est le ministère qui accompagne et qui sait, vous avez 200 jeunes que nous suivons. Et ces 200 jeunes sont aptes à avoir du financement. Et ces techniciens qui les accompagnent, ils savent que tel jeune, si on lui donne 1 million, il pourra s'en sortir. Tel jeune, si on lui donne 2 millions, il pourra s'en sortir. En fonction de la formation, on peut regarder. Bon, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers qui sont déposés justement sur la table de ces dispositifs publics de financement, ce qui fait que voilà, on est obligé, enfin l'État est obligé justement de financer en majorité ces projets. Parce que comme il a dit, une dame vient avec un projet d'arachide, on lui donne 300 000 francs, alors qu'il y a des projets qui exigent la mobilisation de beaucoup de ressources très importantes. Oui, mais c'est de ça qu'on parle de la réforme. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez beaucoup de dossiers, parce que c'est la quantité, tout à fait. Voilà, et non la qualité des financements. Et là, un jeune qui prend 200 000, interrogez-lui 2 ans ou 5 ans après. Est-ce que le projet d'entreprise que vous avez, 2 ans, 3 ans après, vous avez pu, à travers le fonds qu'on vous a donné, pouvoir continuer l'exercice? Il y a des entrepreneurs qui bénéficient de 200 000, 300 000 francs CFA, ce que vous dites, justement dans les financements publics de l'État. Oui, je vais juste ajouter à ce qu'il a dit. Si vous financez une dame qui fait arachide 300 000, elle va employer combien de personnes? Maximum 2. Mais si vous financez quelqu'un à hauteur de 10 millions pour une ferme emploie combien de personnes? Donc vous voyez que tous les projets, en fonction du montant, l'impact, même sur le chômage, sur le recrutement, sur l'emploi, n'est pas le même. Mais bon, pendant très longtemps, on appelle les gens. Regardez quand vous dites qu'on appelle.
il y a les candidatures qui sont déposées, il y a les projets qui sont déposés au niveau de ces dispositifs publics de financement. Il ne faut pas qu'on se cache, il y a trop de favoritisme en son temps. On appelle quelqu'un qui va dire, petit, monte ton dossier, viens, on te donne, bon, je donne pour moi. Je vous assure qu'il faut que les gens s'assument. Si on veut vraiment résoudre le problème, on n'a qu'à se dire la vérité. Et puis on résout le problème. Il ne faut pas qu'on se cache. Moi, je ne suis pas partisan de la diplomatie diplomatique. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens font ça. On appelle des gens, on les donne 200 000, 300 000. Pendant que les vrais, ceux qui doivent bénéficier même ne le gagnent pas. Et ensuite, même si celui qui a déposé demandait 5 millions ou bien 3 millions, 200 000, il va faire quoi? Parce qu'il a fait une étude financière de son projet. Et à la fin, le compte d'exploitation lui dit que pour qu'il travaille, il doit avoir 3 millions. L'étude technique, le matériel, 3 millions recouvre. Et vous lui donnez 300 000 ou bien 200 000. Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Il va bouffer. Ok. Donc c'est les vendeurs de poulet à Ouagadougou là qui vont gagner l'argent. Allez, ça s'en fout. Alors, justement, sur cette question, pour ce qui est de votre domaine, on sait que pour certains de vos projets, cela nécessite la mobilisation de ressources très importantes. Je sais que les drones, ce n'est pas de la PKD, ça dépasse les 200 000, 300 000 francs 6 fois. Justement, pour ceux qui veulent entreprendre dans vos domaines, ceux qui ont les formations certifiantes, est-ce qu'ils doivent s'attendre justement au dispositif public de financement? Est-ce qu'ils doivent s'attendre justement à ce que l'État finance le projet? Est-ce qu'ils peuvent espérer? Ou justement, où est-ce qu'ils doivent aller chercher justement des ressources? Non, les projets, de toute façon, on a 2 spécialistes sur le réseau qui vous parlent des financements par l'État de projets de jeunes. Donc, si j'ai bien compris, ces financements existent pour ces jeunes. Nous formons des jeunes, ils ont un métier, ils savent faire des choses. Ils peuvent aller travailler dans une autre entreprise comme ils peuvent en créer. Ils peuvent créer la leur. Si des financements existent, ils suivront le circuit et obtiendront ces financements. Mais honnêtement, nous, on a une limite. Nous faisons des formations. Juste la formation. Nous leur donnons des compétences. On leur apprend un métier. Et nous pensons que... Les métiers qui sont demandés, ce sont des métiers qui sont sur le marché de l'emploi. Nous ne formons que lorsque la demande existe. Et si nous avons un secteur qui est saturé, nous arrêtons la formation. C'est-à-dire que nous n'avons pas le même schéma que l'école classique. Voilà, ces écoles classiques qui forment des comptables depuis 50 ans et que l'entreprise passe de père en fils ou de père en fille et on forme des comptables, Non, nous formons que ce dont on a besoin. Aujourd'hui, nous avons 12 métiers sur lesquels on ne trouve pas du tout de spécialistes. Par exemple, le solaire, ceux qui ont des entreprises dans le domaine du solaire savent qu'il est très difficile de trouver des techniciens du solaire. Alors, nous formons des techniciens du solaire qui vont avoir un boulot dès qu'ils vont finir leur formation. Il y a la Sonabel, mais il y a aussi d'autres structures qui ont besoin de ce type de qualification. J'allais juste ajouter quelque chose. Allez-y. Un peu rapidement. Vous savez, quand on enseigne l'éducation d'entreprise ou financière aux gens, il y a plusieurs moyens de pouvoir financer son projet. Mais selon moi, et j'assume, le meilleur, c'est l'autofinancement. Pourquoi je le dis? Parce que l'autofinancement, c'est dur. Mais je prends, pour que vous compreniez un peu l'idée, l'exemple d'un grand célèbre musicien burkinabé, que je vais taire le nom. Il m'a confié que pour faire son premier album, il allait en Côte d'Ivoire et il a fait, comment on appelle ça, le truc de blanchisserie, là, c'est ça? Voilà, il avait des habits. Il a économisé pendant 2 ans pour avoir l'argent de son album. Et aujourd'hui, c'est une star mondiale. Alors, la meilleure solution, c'est l'auto. Mais vu que ça peut être lourd, mais comme par exemple dans le domaine où le doyen forme, les jeunes travaillent. Ils peuvent commencer à économiser un peu, payer du matériel pour un moment. On n'a pas dit c'est une course. 5 ans, 10 ans, tu mûris ton idée. Quand tu sors, tu fais ta chose. Maintenant, la deuxième, c'est aussi les prêts familiales qu'on conseille aussi si dans votre entourage. Troisièmement, maintenant, c'est les institutions financières. On va revenir aux institutions financières, d'autant que le président de la transition a rencontré l'association des établissements professionnels financiers. On va revenir là-dessus. Vous voulez réagir? Oui, je voulais juste réagir à une de ces interventions par rapport au plan d'affaires que les jeunes déposent dans les institutions financières étatiques et quand on regarde le compte d'exploitation. Mais il faut dire même que ces plans d'affaires, c'est pourquoi je parlais d'autant plus d'accompagnement. Parce que ces plans d'affaires sont des spécialistes qui les montent.
Et généralement, c'est un cabinet. Partez, vous donnez votre idée de projet, vous voulez un plan d'affaires parce que vous voulez un financement. Bon, on essaie d'embellir les chiffres et on part, on dit, bon, votre projet, c'est à hauteur de 10 millions. Et là, pour moi, il y a la question du plan d'affaires qui donne le compte d'exploitation, le résultat net, la vanne et tout, et le taux de rentabilité qui en sortent de ce projet. Mais il faut connaître la personne même qui a ce dossier. Parce que vous ne pouvez pas d'ores et déjà prendre un dossier et dire, bon, il demande 10 millions, on regarde le compte d'exploitation, on va le financer. C'est pourquoi je dis, il faut en amont donner la culture de l'éducation financière, le former, une sorte d'incubateur, de telle sorte qu'on puisse le suivre et lui dire, mais tiens, on va vous orienter, votre projet qui était de 10 millions, on vous a suivi, mais nous pensons qu'avec 500 000, vous pouvez vous en sortir. Nous pensons que le projet qui était de 10 millions peut même être réévalué à 15 millions, mais voici la structurabilité à vous financer. Donc, ces personnes qui le forment deviennent en même temps des conseillers pour ces jeunes entrepreneurs, de telle sorte à pouvoir les suivre dans le remboursement des prêts qu'ils prennent au niveau de ces structures financières de l'État. Un remboursement qui est problématique. Les institutions financières étatiques n'arrivent pas justement à recouvrir. Et c'est là je parle de la réforme de ces institutions. Il faut qu'à l'intérieur, même la gestion de ces structures-là, il faut revoir. Pourquoi mettre des mesures coercitives? Parce que si vous regardez sur 5 ans, bon, j'ai mon voisin qui a pris peut-être 2 millions et n'a pas encore payé, et moi je prends 2 millions. Vous êtes tous des citoyens du Burkina. Si lui n'a pas payé, comment je vais payer? Mais déjà, s'il y a des mesures coercitives, et s'il prend, il sait qu'il a 3 ans pour payer, il faut qu'il paye. Mais ces mesures coercitives ne sont pas contraignantes au sein de cette structure financière. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand on leur donne peut-être 300 000 ou 500 000, ils se disent, bon écoute, tiens, moi je pourrais prendre ça, faire autre chose, et je suis sûr qu'on ne va même pas me poursuivre. Donc c'est pourquoi je dis, et ces réformes-là, il faut en tenir compte. Faut-il alors se retourner vers les établissements financiers privés, notamment les banques? Et là, on en vient justement à cette question de garantie. D'abord, avant la rencontre avec le président de la transition, justement, ces établissements qui demandent des garanties. Très souvent, vous avez les maisons que les banques demandent ou les DAT, les comptes bloqués. Est-ce que les jeunes, justement, peuvent avoir ces garanties-là avant de pouvoir bénéficier justement de cet argent-là, Eric? La dernière fois sur l'émission, j'ai dit, si j'ai cette garantie, je la vends et je me lance. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de l'argent de la banque. En fait, aujourd'hui, le problème, nos banques sont des banques commerciales. Si vous avez la garantie que les banques demandent, vous n'avez plus besoin de l'argent. Je la vends et je me lance. Aujourd'hui, nos banques sont des banques commerciales. Et elles sont très frileuses en matière de crédit concernant les crédits de consommation. Leur objectif, parce que là-bas, c'est rapide. Le gars s'endette sur 5 ans, il se paye sa BM, il construit, on le coupe, voilà, c'est rapide. Mais financer quelqu'un, il va aller se retrouver à 75 km en train de faire une ferme d'élevage de porc. Il trouve qu'il y a trop de risques, et si une maladie vient et tout. Donc nos banques sont beaucoup plus des banques commerciales. C'est pour cela on met une batterie de garanties, même souvent, toi-même tu te décourages, tu ne reviens plus, quoi. Maintenant, ce qui est bien dans l'esprit de ce que j'ai compris du président, il veut qu'il y ait un fonds qui sera un fonds comme une garantie pour tous ceux qui vont demander à la banque maintenant de financer, parce qu'effectivement on va étudier des cas, on va sélectionner ceux qui seront sélectionnés. Il faut être sérieux dans les projets. Voilà. À ce moment, le fonds de l'État devient une garantie. Donc ça remplace le besoin de garantie que la banque a besoin pour le financer. Et à ce moment-là aussi, il faut vraiment, comme on l'a dit, vraiment bien organiser l'esprit de la chose. Des formations, des suivis, tout de telle sorte que ceux qui vont prendre ces prêts au nom de la nation, parce que là c'est un fonds national, au nom de la nation, puissent non seulement rembourser, mais arriver à fructifier cet argent pour pouvoir permettre à la génération prochaine qui vient déposer d'avoir aussi de l'argent pour qu'on les refinance. Donc,
Le problème en Afrique, nos banques pendant très longtemps se comportent. On avait d'abord des banques nationales, mais avec la mauvaise gestion et l'arrivée des passes, des programmes d'action et cela, on a demandé à l'État de se retirer de beaucoup de choses. Donc certaines banques nationales se sont retrouvées. Sinon, on avait même une banque agricole au Burkina. Et c'est vrai qu'on a repris même une nouvelle banque encore agricole. Mais c'est pour dire que dans l'esprit, aujourd'hui, les banques qui s'installent au Burkina, SGPB, c'est pour venir faire son commerce. Je prends l'exemple. Oui, quoi, les Marocains, tout ça, ils viennent pour chercher l'argent. Bon, vous l'avez dit de financer sans garantie. Donc c'est une très bonne initiative, mais ne nous précipitons pas. Faisons les choses dans un esprit bien organisé, de telle sorte que tous les jeunes, on n'a pas besoin de beaucoup, même si on a eu 100 personnes. Justement, la question est comment l'État qui n'arrive pas justement à suivre les fonds publics, notamment les FASI, le FEJ, n'arrive pas à recouvrer les créances données à ces jeunes-là, comment l'État peut, avec ce fonds souverain, s'il venait à être exécuté, suivre de près ces jeunes et recouvrer les créances? C'est les banques maintenant qui vont poursuivre ces jeunes pour que le paiement, ce n'est plus l'État. L'État fait juste la garantie. Ok, mais ça faut. Comment vous voyez justement tout ça, toutes ces propositions pour soutenir, pour financer réellement les jeunes? Bon, pour être honnête, je ne suis pas très au fait de toutes ces structures de financement et tout ça. Pour vous, si vous avez des conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat pour trouver de l'argent? Oui, des choses très intéressantes ont déjà été dites par les deux collègues. Tout à fait. Parfois, il vaut mieux financer soi-même ses projets. Parce que lorsqu'on compte sur une institution pour obtenir un financement, c'est comme quelqu'un qui dort un peu sur son projet. Alors que si vous avez un projet, c'est de se poser la question comment je vais le financer et de se battre pour trouver les financements. Mon collègue de droite a donné un exemple où quelqu'un va travailler d'abord, économiser et utiliser cet argent pour créer une entreprise. Voilà, si vous n'avez pas les fonds, pourquoi vous allez vous dire que c'est... De dire aux jeunes de commencer petit et de... Peut-être que c'est le conseil que... Oui, c'est ça, il faut commencer Eric petit. veut dire, commencer petit, aller crescendo, doucement, à son rythme, et puis après... Voilà, si dans votre cercle familial, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous soutenir, ça se fait chez nous, ça se fait en Afrique, de venir en aide à un plus jeune pour l'aider à démarrer une activité. Bon, il faut être très sérieux pour ça aussi. Et puis, voilà. Et puis, en dernier recours, on peut faire appel à un organisme de financement, mais ça c'est un parcours du combattant parce que les questions de garantie, les questions de comment tu vas nous payer et tout ça vont se poser et parfois effectivement ces organismes sont frileux. C'est beaucoup de nuits d'insomnie. Oui, pour un jeune qui parfois n'a pas d'expérience, mais parfois n'a pas de formation. Parce que, attendez, la banque aussi, si elle finance, elle doit quand même se poser la question, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui me rassure sur ses capacités à me payer plus tard? Bon, donc, si l'État peut... La banque ne fait pas de charité. Mais voilà, maintenant, si l'État peut garantir cela pour que le jeune puisse avoir une formation, ben oui, que l'État le fasse. En parlant de formation, on va peut-être... ouvrir une lutte pour le CNJ, le Conseil national de la jeunesse, qui a créé récemment une académie. Est-ce que cela peut permettre justement aux jeunes d'être mieux formés et de justement rentrer dans l'entrepreneuriat sereinement? Il faut dire que le CNJ qui a mis à son sein l'académie, donc 45 experts ont été recrutés, formés, qui sont des formateurs donc, dans 15 domaines. Donc c'est pour former les jeunes sur les questions d'éducation financière, sur les questions de montage de plans d'affaires, sur l'esprit entrepreneurial et même sur la prise de décision ou la participation à la prise de décision des jeunes dans beaucoup de domaines. Parce que c'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de domaines où on a besoin que le jeune puisse s'exprimer et dire exactement au nom de l'ensemble de la jeunesse du Burkina qu'est-ce que
le jeune veut exactement qu'on puisse mettre à sa disposition. Donc l'académie a été installée le samedi dernier. Donc nous comptons vraiment à terme pour l'année 2023 former 1000 jeunes dans les 15 domaines. Et parlant de l'intelligence économique, entrepreneuriat, recherche de financement, il y a l'entrepreneuriat agricole, il y a la diplomatie, des relations internationales, il y a la communication. Donc c'est un ensemble de packages que le CNJ a mis en place pour pouvoir accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et développer l'esprit d'entreprise et de partant les accompagner pour une insertion socio-professionnelle. Alors, on est malheureusement à la fin de cette émission. Je vais vous demander à vous trois, quels sont les conseils que vous donnerez à un jeune qui veut l'entreprendre? Je vais commencer par vous. Alors moi déjà, un jeune qui veut entreprendre, c'est comme on le dit, hein, c'est un parcours de combattant. Un jeune qui veut entreprendre, il ne doit jamais se décourager. Parce que, quelle que soit la situation, il faut dire que c'est une liberté financière que vous cherchez. Et vous contribuez au développement économique du Burkina Faso, de votre pays. Donc vous ne devez jamais vous décourager. Vous devez continuer, quelles que soient les difficultés. Dites-vous que vous allez vous en sortir. Eric? Moi, j'allais juste ajouter à ce qu'il a déjà dit. C'est le seul moyen de pouvoir gagner de l'argent. Français simple, rapidement. Mais ce n'est pas aussi facile. Je vais parler en français simple. Tu vas tomber, mais il faut savoir te relever, t'armer de courage et continuer. Mais quand ça te réussira, c'est fini. Si tu veux rouler des véhicules de Lamborghini de 145 millions, ce n'est pas la fonction publique, tu auras ça. Si tu veux rouler des Range Rover, ce n'est pas la fonction publique, c'est un entrepreneuriat. Donc, que les jeunes n'aient pas peur. Ils ont aussi des aînés qui peuvent toujours les conseiller. Il y a des structures qui peuvent les accompagner. N'hésitez pas, commencez petit et au fur et à mesure, vous allez vous grandir. Monsieur Sanfo? Moi, je souscris à ce qui a été déjà dit, mais ce que je peux ajouter, c'est que pour être compétitif sur le marché, il faut avoir des compétences. Et la compétence, ça s'acquiert par les formations. Et voilà, donc moi, je donne une foi à la formation, à l'apprentissage, au métier, aux connaissances, aux vraies connaissances, pour proposer des services sur le marché. Merci Younoussa Sanfo, merci également à Eric Télémicien, à Jean-Noël Bonkougou, merci à vous trois d'être passés sur ce plateau, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation, merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir.